Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission hebdomadaire préparée pour vous par la rédaction française de Radio Prague International. Nous allons parler aujourd'hui du rejet symbolique par le général de Gaulle des accords de Munich. C'était il y a 80 ans. Mais tout de suite, retour sur la cérémonie de remise des insignes français de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres aux comédiens et marionnettistes Maciej et Petr Forman fin septembre à l'ambassade de France à Prague. Un petit film réalisé par Iris Carrière, la fille de Jean-Claude, a été précédé par leur parcours retracé façon marionnette dans une performance digne de l'univers bien à eux des jumeaux Forman, dont la carrière a été très liée à des rencontres et des séjours dans l'Hexagone. Le premier de ces séjours remonte à l'année 1968 à Paris, où a habité leur réalisateur de père, Miloš Forman, avant son départ pour les États-Unis. Après la cérémonie, Maciej Forman a livré quelques impressions et souvenirs au micro d'Alexis Rosenzweig. Přepohlivé je věru láka, ale pozor, zde vidím, že jejich láska k ženám bude lehce zkreslená, protože první vztah nabídne jim Růžičková Helena. Maciej Forman, bonsoir. Bonsoir. Quel sentiment d'avoir cette jolie médaille accrochée à votre veste? D'abord, le joie que tout est passé déjà, parce qu'on a passé 2 jours. C'est pas que les préparations ou le travail, mais c'est aussi quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement, qu'ils adorent d'être entre mille des amis et qui sont comme le poisson en l'eau. Moi, je suis un peu contraire. Ça m'a stressé un peu, même si je suis tellement content. Je les aime bien. Et voilà, à ce moment, je les attends un peu fatigant pour moi. Alors, je suis déjà très content qu'on a ouvert la soirée. Et ça, le mélange de comédiens, si vous comprenez, en Tchéquie, le comédien, c'est quelqu'un pas tellement sérieux. Ce qu'on a écouté aussi dans les paroles de M. Ambassadeur, comme il a mentionné l'idée que le cirque ou le théâtre, il rassemble un cercle de gens, des femmes, des hommes, même des enfants, qui peut être vus comme des idiots. C'est ce qu'il a dit. Alors, c'est un monde qui rentre ici est d'abord aussi le moment un peu sérieux, le moment qui doit on vous honorer. Cet mélange, ça j'aime bien. Nous, on ramène quand même ici un peu de monde qui est plus proche de nous et qu'on était quand même parti d'une cérémonie qui vient de décision de notre pays, de France. Et on a le pris sérieusement aussi. Le lien avec la France, vous avez tenu à donner des fleurs à votre premier enseignant de français. Ça a été important pour vous, Maciej Forman? Ça vient un peu comme un accident. En fait, le premier, c'était vraiment le centre culturel français ici à Prague. Après, comme j'avais commencé mes études à l'Université des Beaux-Arts à Prague, c'était mon professeur, Madame Sacha. Et après, comme on commence à tourner avec le petit opéra baroque et les autres spectacles, elle a, par accident, se met à Paris et elle a travaillé pour l'ambassade tchèque. Elle a resté assez longtemps. Et ça nous arrive de temps en temps, 1 fois par année, 2 fois par année, qu'on se rencontre. Ou elle vient nous voir, ou le spectacle, ou nous, on était à Paris. Je sens toujours cette madame comme quelqu'un qui nous accompagne. Sinon, la première fois en France, c'était comme ça a été rappelé ce soir, à un moment crucial de l'histoire du pays. C'était juste avant l'invasion. C'est quelque chose qui s'est imprimé en vous, ce premier séjour? On se souvient un peu des moments. Et comme on a parlé d'une première expérience avec la langue française aussi, on était en l'âge de 14 ans, on avait 4 ans. Je me souviens que c'était pas facile parce qu'ils nous laissent rentrer dans l'école maternelle et ils nous, je ne sais pas si les enfants nous un peu voir comme des étrangers ou si nous on a les vu comme les étrangers, mais on apparaît aussi d'être d'amis le premier jour, deuxième jour, troisième jour et après on a dit bon on veut pas y aller, mais on a resté quand même plus de temps
Et je me souviens de Paris, petites choses, petits moments, notre mère, grande chambre, grande fenêtre, des escaliers au-dessous de la maison, je ne sais pas où c'était, mais je me souviens des escaliers. Et notre père, il a nous pris aussi au bord de la mer. C'était la première fois, et ça je me souviens parce qu'il a nous pris comme les petits garçons, chacun une par une, et rentre avec nous jusqu'à de l'eau à toucher notre corps, non? Pour qu'il nous baptise peut-être à l'eau de mer, je ne sais pas. Et voilà, ça je me souviens un peu. Bon. Il y a une allusion ce soir aussi au film dans lequel vous avez tourné. Pour beaucoup de Tchèques à qui j'ai dit que je venais vous voir ce soir, vous restez également dans la mémoire nationale comme les garçons du film Homolka Tobolka. Oui. C'est quoi comme souvenir pour vous? C'est un grand souvenir quand même parce qu'on a déjà pris les expériences, on a déjà senti des gens autour de nous. Et il faut dire que peut-être c'est pas seulement une image qui est un peu fausse déjà, mais j'espère que c'est une image vraie et réelle quand même. Jusqu'à aujourd'hui, Madame Růžičková, Monsieur Husák, Monsieur Šebánek et Madame Motlova, la grande famille, c'était des gens formidables. Et on avait passé des vacances, à mon avis, dans cette époque-là, sans savoir qu'on fait le film. Et c'est formidable et c'est aussi surprisant que ce film, il est resté dans la nation de Tchèque tellement, c'est connu, c'est culte, voilà, culte, oui. Et, bon, on ne sait pas, nous on a fait partie par accident peut-être, mais Monsieur Papoušek, il doit être formidable comme un artiste et comme un homme. Et notre père, il garde un beau tableau en peinture fait à Monsieur Papoušek à sa maison aux États-Unis avec à la place très prestigieuse. Je sens qu'ils ont été très bons amis. Comme a été dit dans le film ce soir, les amitiés semblent avoir été héritées, c'est-à-dire que votre génération est amie avec les enfants de Jean-Claude Carrière qui était ami avec votre père. C'est comme ça que ça se prolonge? Oui, on a rencontré Iris comme on était petit à cette époque-là. Après, plus tard, comme on peut rencontrer notre père à Paris, comme on peut voyager un peu. Elle était toujours, comme on était à Paris, elle était toujours autour de sa père. Et c'est vrai ce que Peter a dit dans le film, que peut-être un des premiers, l'amour enfant, l'amour d'enfance. C'est quelqu'un qui, après Jean-Claude est passé, après notre père qui est passé, ça garde quand même pour nous en continuation de grande amitié de notre père avec Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci. Le 29 septembre 1942, le général de Gaulle déclarait les accords de Munich qui, 4 ans plus tôt, avaient permis à Hitler d'annexer les régions tchécoslovaques peuplées majoritairement d'Allemands, nuls et non avenus. Un geste symbolique mais fort, peu connu des Tchèques et Français aujourd'hui. Il y a eu 4 ans hier. Hitler, combinant le chantage avec l'illusion, arrachait à Munich le consentement de l'Angleterre et de la France à un premier démembrement de la Tchécoslovaquie. Hier, au nom de la France, le Comité national français... Le 29 septembre dernier, un montage vidéo comprenant le discours de Charles de Gaulle ainsi que des photos d'archives et la lettre adressée par le fondateur de la France libre à Jan Šerámek, chef du gouvernement tchécoslovaque en exil, ont été présentés à l'ambassade de France à Prague. À cette occasion, des historiens français et tchèques ont discuté des accords de Munich et de l'importance de leur rejet, tout cela à la lumière de la crise ukrainienne. Maîtresse de conférences en histoire de l'Europe centre-orientale et du monde germanique à l'université de la Sorbonne, Isabelle Davion explique comment faut-il comprendre le discours de Charles de Gaulle du 29 septembre 1942. Je pense que ce qu'il faut retenir de ce discours, c'est dans le fond le cœur du propos du général de Gaulle, à savoir les accords de Munich sont nuls et non avenus.
Et très important également, il dit bien que c'est toutes les dispositions territoriales prises concernant la Tchécoslovaquie à partir du 30 septembre 1938 qui sont invalidées. Cela signifie que ça intègre l'annexion des Sudètes par le Troisième Reich, ça intègre également l'annexion de la Silésie de Teschen par la Pologne et de la Ruthénie subcarpatique par la Hongrie, ainsi également que l'invasion de la Bohême-Moravie du 15 mars 1939, bien évidemment. Par ce discours, le général de Gaulle sur Radio Londres, une fois de plus, fait acte de souveraineté. Il agit comme un homme d'État, première chose. Et deuxième chose, il agit comme un homme d'État à la tête d'un pays qui fait partie de la Grande Alliance, puisque cette dénonciation des accords de Munich avait déjà été faite par les Britanniques quelque temps avant. Donc il y a une espèce comme ça d'annonce par de Gaulle qui place la France comme puissance souveraine et comme puissance souveraine auprès des Alliés. En effet, la Grande-Bretagne avait été le premier signataire à avoir dénoncé les accords de Munich le 5 août 1942, mais à la différence de la France, elle ne les a pas déclarés invalides dès le début, mais seulement à partir de l'invasion allemande de la Tchécoslovaquie de mars 1939. Isabelle Davion. La position n'a jamais été la même en fait entre Britanniques et Français en ce qui concernait la Tchécoslovaquie et particulièrement en ce qui concernait les accords de Munich. Dans le fond, les Britanniques étaient convaincus par l'argumentation en l'occurrence nazie, mais qui pouvait être une argumentation autre que nazie dans le paysage politique allemand, qui disait que l'Allemagne avait vocation à réunir dans un grand pays toutes les minorités allemandes et que cela était légitime. Et dans le fond, les Britanniques avaient une certaine sympathie pour cet argument. À partir de là, le fait que l'Allemagne récupère les Sudètes qui étaient des régions autrichiennes, non pas allemandes avant la Première Guerre mondiale, eh bien d'une certaine manière, les Britanniques trouvaient que cela se justifiait. Et les Français n'étaient pas tout à fait de cet avis, puisque les Français se voulaient les gardiens des traités de paix, traités de paix qui nous avaient notamment rétrocédé l'Alsace et la Moselle. À partir de là, lorsque les Britanniques ont dénoncé les accords de Munich quelque temps avant la France, eux ont dit que ce qu'ils déclaraient comme nul et non avenu, en fait, c'était l'invasion de la Bohême-Moravie du 15 mars 1939, c'est-à-dire ce moment où le Troisième Reich envahit une terre slave. Ce qui signifie que tant que le Troisième Reich récupère des territoires qui parlent allemand, eh bien, le gouvernement britannique de l'époque n'est pas loin de penser que ça se défend. Professeur émérite d'histoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ancien directeur du Centre français de recherche en sciences sociales de Prague, Antoine Marès évoque la proximité entre le général de Gaulle et le président tchécoslovaque en exil, Edvard Beneš, ainsi que l'importance du rejet symbolique des accords de Munich pour les relations franco-tchèques. Dans le discours du général de Gaulle, on voit bien tout l'intérêt d'une synergie entre les Tchécoslovaques et les Français. Et de ce point de vue-là, c'est assez nouveau, mais ça confirme bien sûr des choses que l'on sait, puisque les relations entre les deux hommes ont été de très bonnes relations. Le général de Gaulle avait un certain respect pour Edvard Beneš, et puis ils partageaient aussi tous les deux, au-delà des difficultés auxquelles ils étaient confrontés, un même réalisme, à la fois les défenseurs de la démocratie. Je crois profondément convaincu sur l'utilité, la nécessité d'un modèle démocratique face à une Europe qui a été submergée par le nazisme. Et en même temps, une façon de se consolider réciproquement. Et ces relations sont restées toujours très bonnes. Ensuite, Beneš est passé à Alger, où il a rencontré le général de Gaulle beaucoup plus tard. Et puis, ces accords de 1942, qui étaient un petit peu fragiles sur le plan juridique, sur le plan du droit international, ont été confortés par une nouvelle déclaration le 22 août 1944. Et ça a permis de montrer que la France n'était peut-être plus en 1944 la France qu'elle avait été à Munich en 1938. Donc ça permettait d'établir de nouvelles relations, confortées ensuite par la visite du général Leclerc, icône de la France libre et du combat pour la libération de la France à Prague.
Et ça a ouvert une période de relations relativement harmonieuses entre 1945 et 1948, même si ça n'a pas permis la conclusion d'un nouveau traité d'amitié entre la France et la Tchécoslovaquie, parce que du côté de Paris, il y avait des doutes sur la capacité de la Tchécoslovaquie à maintenir son indépendance face à la pression soviétique. Et ces doutes ont été justifiés par les événements de février 1948. Et puis là, une rupture où Munich a été l'argument invoqué par les partisans de l'Union soviétique comme l'exemple qu'il ne fallait pas suivre, le détachement de la Tchécoslovaquie non seulement d'une alliance occidentale, mais également de la culture occidentale. Munich, c'est un instrument pour la propagande communiste, pour désoccidentaliser la Tchécoslovaquie et pour mieux la soviétiser. Isabelle Davion ajoute encore quelques détails historiques. L'URSS peut se targuer d'une grande victoire morale au moment des accords de Munich. C'est-à-dire que l'Union soviétique a été le seul pays à proposer autre chose que la signature des accords, voire à proposer d'intervenir pour porter secours militairement à la Tchécoslovaquie. Dans le fond, on le sait à présent, Staline n'a fait cette proposition que parce qu'il savait qu'elle ne serait pas adoptée, puisque l'intervention soviétique dépendait de l'intervention française et tout le monde savait que la France n'interviendrait pas parce qu'elle voulait gagner du temps, quelques mois pour construire chars, avions, etc. Donc elle n'allait pas intervenir. Donc la proposition soviétique d'intervention était blanche, était gratuite, mais il n'empêche qu'à l'arrivée, devant l'histoire, il y a un pays qui a proposé de faire quelque chose, c'est l'Union soviétique. Et effectivement, Moscou a tiré de cette initiative d'énormes dividendes diplomatiques et politiques durant toute la seconde moitié du XXe siècle. Et Staline a pu exiger de la Tchécoslovaquie, après la Seconde Guerre mondiale, un devoir de loyauté au titre de la proposition soviétique de lui porter secours en 1938. Et par exemple, lorsque la Tchécoslovaquie en 1947 a accepté le plan Marshall, à l'époque elle était une démocratie libérale, elle n'était pas encore satellisée, eh bien Moscou a fait faire demi-tour aux Tchécoslovaques qui ont fini par refuser le plan Marshall malgré leurs souhaits. Et l'un des arguments soviétiques pour ce refus du plan Marshall était de dire vous nous devez bien ça, alors que nous étions les seuls à vouloir vous porter secours en 1938. Quelle est la leçon à tirer des accords de Munich 80 ans après leur rejet symbolique par la France libre, à l'heure où le parfum de Munich est souvent évoqué en lien avec la guerre menée par la Russie en Ukraine? Antoine Marès. Réfléchir sur ce qui s'est passé au moment de Munich, c'est faire un exercice de salubrité géopolitique et de lucidité géopolitique. Et je crois que, en l'occurrence, dans l'affaire ukrainienne, l'Occident a manqué de beaucoup de lucidité par rapport au phénomène qui s'était passé. Et j'ai été très très frappé par les discours de Vladimir Vladimirovitch Poutine, qui, et je n'ai pas été le seul, un certain nombre d'historiens, qui se sont rappelés les discours à propos du Donbass, qui se sont rappelés les discours de Hitler en septembre 1938, avant la signature des accords. Et c'était très, très troublant. Et c'est ce qui est inquiétant, c'est-à-dire que Poutine est certainement un joueur d'échecs, en l'occurrence, qui avance ses pions, comme Hitler l'a fait, tant qu'il n'y a pas de résistance. Et je dirais peut-être que la résistance occidentale est venue trop tard, au regard de ce qui se passe depuis le 24 février 2022. C'est la fin de cette émission de Radio Prague International qui vous a été présentée par Magdalena Hrozinkova. L'actualité tchèque en français, c'est sur notre site français.radio.cz et sur nos réseaux sociaux. Merci de votre attention, portez-vous bien. À la prochaine. Naslyšenou.